Une vague de démission au sein du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, une zone de turbulence qui traverse le mouvement. Des organisations non gouvernementales plaident pour criminaliser la pratique de l'esclavage par ascendance. Un atelier a été initié par l'association TEMED. Dans la chronique sport avec Mohamed Kenouvi, nous ferons le point sur la préparation des Aiglonnais pour la Coupe du Monde U17 2023. Vendredi 20 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi TM1 pour vous informer. Selon l'Alliance mondiale pour le climat, 99% de la population mondiale respire un air pollué au-delà des limites des lignes directrices de l'OMS. Les conclusions du rapport peuvent surprendre plus d'un et pourtant, la Colombie et le Mali sont désormais les leaders mondiaux en matière de protection de la qualité de l'air. Aminata Keita. L'étude sur la pollution atmosphérique nommée Clean Air NDC a été publiée ce vendredi 20 octobre par l'Alliance mondiale pour le climat. Elle révèle que les pays du G20, plus grandes économies émettrices de carbone du monde, ne parviennent pas à intégrer la qualité de l'air dans les plans climatiques, tandis que les pays à revenus faibles ou intermédiaires qui subissent les pires impacts de la pollution atmosphérique prennent des mesures pour améliorer la qualité de l'air. Ce sont au total 169 pays plus l'Union européenne qui ont été évalués. Ils ont été notés dans 5 catégories qui sont l'impact sur la santé de la pollution, les secteurs désignés comme source de pollution atmosphérique, les mesures prises dans ces secteurs pour améliorer la qualité de l'air, l'économie et finances avec le coût de la pollution de l'air et un point bonus pour les mentions des lignes directrices de l'OMS. Ainsi, la Colombie et le Mali sont les leaders mondiaux sur la question avec une notation de 12 sur 15. Selon l'AMCC, le Mali note que le carbone noir contribue à des impacts négatifs sur la santé humaine et que les particules appelées PM2,5 ont un impact sur les systèmes cardiovasculaires et respiratoires et prévoit de former une équipe technique pour surveiller les polluants climatiques à courte durée de vie sur l'homme. Quant à la Colombie, elle reconnaît l'importance de protéger la santé et se fixe pour objectif d'atteindre une réduction de 40% du noir de carbone. À l'échelle mondiale, les 10 principaux émetteurs que sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Union européenne, la Russie, le Brésil, l'Indonésie, le Japon, l'Iran et l'Arabie saoudite ont obtenu une moyenne de 2,7 sur 15. Les 10 principaux émetteurs par habitant sont entre autres le Qatar, Bahreïn, le Koweït, l'Australie ou encore l'Arabie saoudite ont obtenu 3,5 sur 15. Au-delà de la qualité de l'air, l'étude révèle aussi que les îles Salomon, la République centrafricaine, la Somalie ou encore le Népal font partie des 10 pays ayant les taux de mortalité les plus élevés dus à la pollution atmosphérique avec une moyenne de 2,5 points. En Inde, par exemple, qui est également très touchée, la pollution atmosphérique cause 119,9 décès sur 100 000 habitants. À noter que l'Alliance mondiale pour le climat et la santé est le principal rassembleur mondial de plus de 150 professionnels de la santé et organisations de la société civile luttant contre le changement climatique. Parlons économie. Après sa dernière sortie le 20 septembre dernier sur le marché des titres publics de l'UMOA, caractérisé par une souscription massive des investisseurs locaux à 93,38% sur un montant de 25,53 milliards de francs CFA, le Mali a levé ce 18 octobre une enveloppe de 25,95 milliards de francs CFA au niveau du marché financier de l'Union monétaire. L'opération a consisté en une émission simultanée d'un bon assimilable du Trésor de maturité 1 an ainsi que de 2 obligations assimilables du Trésor de maturité 3 et 5 ans. La valeur nominale unitaire est de 1 million de francs CFA pour le bon assimilable du Trésor et de 10 000 francs CFA identiques pour les 2 obligations assimilables du Trésor. Je vous l'annonçais en titre. Au sein de Yerewolo debout sur les remparts, les démissions s'enchaînent ces derniers jours. Ces départs font vaciller encore plus le mouvement, déjà bien ébranlé par les déboires de ses leaders avec la justice. Assetoumani Koulibaly. Le malaise grandit au sein du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Déjà fortement ébranlé par les inculpations de son leader Adama Ben Diaradi Ben le Cerveau et de son porte-parole Sidiki Kouyaté, le mouvement Yerewolo traverse une zone de turbulence. Ce jeudi, plusieurs de ses membres ont annoncé leur démission. Cette saignée
est localisé au sein de la coordination de la commune 2 du district de Bamako. Mohamed Bilal Traoré, coordinateur de la commune 2 du district de Bamako, Amadou Lamine Diallo, secrétaire général, et Ibrahima Makan Keïta sont ceux qui ont rendu officielle leur démission. Après leur décision, plusieurs de leurs partisans, une dizaine selon des sources, ont aussi décidé de claquer la porte, mais une source au sein du mouvement assure que ses membres n'étaient pas officiellement de Yerewolo. Ibrahima Makan Keïta, un des démissionnaires que nous avons contactés, justifie sa décision par, je cite, « une divergence au niveau de la vision du mouvement ». Depuis le 14 septembre, date où a été placé sous mandat de dépôt Adama Bendiara, le mouvement traverse une crise existentielle. Selon des observateurs, les combats menés par le mouvement, notamment le départ de Barkhane et celui de la MINUSMA, étant actés, l'intérêt de Yerewolo est désormais limité. Les responsables de l'association TEMED ont, lors d'un atelier tenu ce jeudi 19 octobre, exhorté les autorités à adopter sans délai une législation pour criminaliser l'esclavage dans le pays. Paul Yapinguesson. D'une durée de 24 mois, le projet Défiant l'esclavage, la discrimination sur la base du travail et de l'ascendance est une initiative financée par Voice. C'est un projet qui a engrangé des résultats positifs au dit des responsables de l'association. Sur le terrain, déjà, nous avons quand même constaté un très grand changement au niveau des victimes. Aujourd'hui, nous avons des victimes qui sont capables, vraiment, qui sont à mesure de vraiment porter plainte, ce qui n'était pas du tout évident au tout début. Et l'esclavage aujourd'hui n'est plus un déni au Mali. À une certaine époque, ce n'était pas aisé, voire pas du tout facile de parler de façon ouverte vraiment de la problématique de l'esclavage au Mali. Si ce projet Voice a contribué à donner la voix aux personnes victimes de l'esclavage, il en ressort que les enfants, surtout les filles, sont les plus exposés à ce fléau. Aujourd'hui, nous avons des situations d'esclavage qui obligent des mouvements de population, parce que dans les zones de guerre, vous avez des enfants qui sont retirés à leurs parents pour être esclavagisés, et particulièrement le nombre de filles est très important. Quant aux déplacés de Mambri, une commune rurale du secteur de Kita, le secrétaire général de l'association TEMED tire sur la sonnette d'alarme sur une probable famine dans la localité. Ils ont trouvé quand même là où ils seront accueillis, mais vraiment ils n'ont pas de champs, ils n'ont pas de terres pour cultiver. Et ça pose énormément de problèmes. Ils risqueraient même d'avoir la famine si rien n'est fait. Si la pratique de l'esclavage persiste selon les responsables de l'association TEMED, cela est dû au fait que sur le plan juridique, le code pénal ne criminalise pas encore cette pratique, d'où leur invite sur le projet de révision du code pénal et l'adoption de la loi spécifique sur l'esclavage. Nous avons encore des défis de la loi qui n'a pas encore été adoptée par le gouvernement du Mali. Nous avons un autre défi qui est celui des mécanismes de protection de ces victimes-là. Avec des résultats satisfaisants, le projet Défier l'esclavage, la discrimination sur le travail et l'ascendance au Mali, qui prendra fin en décembre prochain, sera prolongé de 6 mois avec l'appui des partenaires financiers. Quant à l'absence d'une loi spécifique criminalisant l'esclavage par ascendance au Mali, le ministre de la Justice, Mahamadou Kassougué, a pris un arrêté ministériel numéro 00863 du 11 novembre 2021 relatif à la gestion des affaires en lien avec l'esclavage par ascendance. Le Conseil des ministres a également adopté récemment un projet de loi sur le code et le code de procédure pénale qui criminalise l'esclavage par ascendance. Le CNT n'a pas encore voté le projet de loi. L'actualité internationale nous amène en Guinée. Le 16 octobre dernier, les forces de sécurité guinéennes ont arrêté au moins 12 journalistes qui manifestaient contre la censure, utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser la manifestation, selon les organisateurs et les médias locaux. Boubacar SM Maïga. En Guinée, où les enjeux politiques et la lutte pour la liberté de la presse se croisent, les journalistes en Guinée se trouvent aujourd'hui au cœur d'un combat pour exercer leur métier. Le syndicat de la presse privée de Guinée, SPPG, avait convoqué une marche le lundi 16 octobre 2023 dans la capitale Conakry pour exiger que les autorités lèvent les restrictions imposées au site d'information populaire Guinée Matin. Mais la marche s'est résumée à l'arrestation d'une douzaine de journalistes.
Les conditions dans lesquelles les journalistes opèrent sont loin d'être favorables dans le pays. Au début, le président de la transition avait rencontré les médias, avait donné des garanties, avait pris des engagements que les journalistes vont exercer librement le métier d'informer tout en respectant l'éthique et la déontologie. Mais en ce moment, en voyant quelques signaux, nous constatons que ce discours, il commence à dévier ce discours. À l'interne, d'abord, il y a des problèmes. Il y a des journalistes mal ou non payés. Il y a des salaires qui retardent. Les journalistes s'engagent à supporter tout ça pour aller donner de l'information. Et puis sur le terrain, il y a un petit peu encore des réticents, de rétention de l'information. Tout ça réuni, on ne peut pas dire que les conditions sont enviées. Les conditions sont les meilleures. Nous espérons un changement. Depuis 2022, le gouvernement de transition interdit les manifestations. Les récentes arrestations à la suite de la manifestation contre la censure révèlent l'importance fondamentale de la liberté de la presse dans une démocratie. Les journalistes en Guinée font face à un dilemme quotidien. Continuer à documenter les événements et les injustices tout en sachant que leur voix peut les exposer à des représailles. Les récentes arrestations ne font qu'accentuer ce dilemme. Au Niger, les militaires du CNSP ont affirmé jeudi soir que le président déchu Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le putsch, a tenté en vain de s'évader et que plusieurs personnes ont été arrêtées. Djeneba Samaki. Jeudi, autour des 3 heures du matin, le président déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sa sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. A déclaré le porte-parole du CNSP, le colonel-major Amadou Abdraman, à la télévision nationale. Il a précisé que cette tentative avait échoué et que les principaux auteurs et certains de leurs complices avaient été arrêtés. Une enquête a été également ouverte. Selon M. Abdraman, le plan d'évasion de Mohamed Bazoum consistait en 3 phases. Dans la première phase, le président devait se rendre à un point de récupération aux abords du palais présidentiel, où un véhicule banalisé l'attendait. La deuxième phase impliquait le transport du président déchu à un lieu de planque situé au quartier Tchangarey, à la périphérie nord de Niamey. Enfin, dans la troisième phase, un déplacement vers 2 hélicoptères appartenant à une puissance étrangère était prévu pour les exfiltrer vers Birnin-Kébi au Nigeria. Dénonçant l'attitude irresponsable de Mohamed Bazoum, le porte-parole du CNSP n'a pas précisé où se trouvait le président déchu jeudi soir. Cela intervient alors que les premiers soldats français ayant quitté leur base au Niger jeudi sont arrivés par la route à Djamena, capitale du Tchad voisin, après 10 jours de trajet. Parti de Niamey, le convoi est sorti du Niger en sécurité et en coordination avec les forces nigériennes, a indiqué jeudi à l'AFP le colonel Pierre Godilière, porte-parole de l'état-major français. Assigné à résidence depuis le coup d'État du 26 juillet, le président déchu Mohamed Bazoum refuse toujours de démissionner et est retenu prisonnier dans sa résidence au sein du palais présidentiel avec sa femme et son fils. Le 18 septembre, il avait saisi la justice ouest-africaine pour demander sa libération. Cette requête n'a pas encore abouti pour l'heure. Un collectif d'avocats du président renversé Mohamed Bazoum a rejeté ce vendredi dans un communiqué ces accusations qu'il qualifie, je cite, montées de toutes pièces par les militaires au pouvoir concernant cette tentative d'évasion, affirmant qu'il était détenu dans un lieu secret sans accès aux avocats ni au monde extérieur. Place à notre chronique sport. Bonsoir Mohamed Kenouvi. Bonsoir Marie-Tou. Et donc le stade malien de Bamako affûte ses armes pour la Coupe CAF. Oui, à défaut de la reprise du championnat national Ligue 1 Orange pour se mettre en jambes, le stade malien de Bamako multiplie les rencontres amicales de préparation en vue du prochain démarrage des matchs de la phase de groupe de la Coupe CAF. Cet après-midi, les protégés du coach Bakosek étaient face à l'AS Real de Bamako. Mercredi, le stade malien s'est incliné 0-1 devant l'US Bougouba après avoir étrillé le COB 4-0 samedi dernier au complexe Fousseni Diarra de Sotchouba.
Pour rappel, pour cette phase finale de la Coupe CAF, le stade malien est logé dans le groupe D, aux côtés de la RS Berkane du Maroc, des Diables Noirs du Congo et de Sékou Kouné United de l'Afrique du Sud. Les Blancs de Bamako se déplacent au Congo pour affronter les Diables Noirs le 26 novembre prochain pour la première journée avant de recevoir la RS Berkane à Bamako le 3 décembre 2023. À présent, le point sur la préparation des Aiglonnais pour la Coupe du Monde U17 2023. Oui, en mise au vert depuis le début du mois d'octobre, les Aiglonnais enchaînent les matchs amicaux de préparation avant de s'envoler pour un stage bloqué en Arabie Saoudite où ils disputeront des rencontres amicales internationales. Les protégés de Soumaïla Koulibaly ont livré ce vendredi un match amical face à l'US Bougouba. Bien avant cette rencontre, les Aiglonnais s'étaient imposés 2-1 le 29 septembre dernier devant Guidar FC. Le 5 octobre dernier, ils avaient également pris le dessus sur l'AFE 2-0 avec des réalisations de Ibrahim Koné et de Lévi Zakaria Néné. 2 jours plus tard, le 7 octobre, les Aiglonnais ont également battu Derby Academy 2-1 grâce à des buts signés Ibrahim Kamaté et Modibo Sissoko. Mardi 17 octobre dernier, les Poulains de Soumaïla Koulibaly ont concédé le match nul 1-1 devant les 11 créateurs de Nyarela. Pour rappel, la Coupe du Monde U17 2023 est prévue du 10 novembre au 2 décembre prochain en Indonésie et le Mali est logé dans la poule B aux côtés de l'Espagne, du Canada et de l'Ouzbékistan. Ligue africaine de football, la nouvelle compétition démarre demain. La toute nouvelle compétition des clubs de la CAF, la Ligue africaine de football, a plutôt démarré ce vendredi avec les quarts de finale aller. En match inaugural, Simba SC de la Tanzanie et Al Ahly d'Égypte se sont neutralisés. 2-2 avec au passage un but de l'international malien Sadio Kanouté. Demain, samedi à 15h30, Petro Luanda de l'Angola sera aux prises avec les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Dimanche 22 octobre, 2 affiches sont à suivre. À 15h, le tout-puissant Manzembe de la RDC reçoit Espérance de Tunis et à 18h, Enyimba du Nigeria joue le Wydad Casablanca. Les matchs retour de ces quarts de finale sont prévus la semaine prochaine. Direction l'Argentine, Papou Gomez suspendu pour dopage. Testé positif à une substance interdite en novembre 2022 avec le FC Séville, le champion du monde argentin Papou Gomez, donc 35 ans, a écopé d'une suspension de 2 ans ce vendredi selon le média espagnol Relevo. Le contrôle positif était tombé quelques jours avant la Coupe du Monde au Qatar, que le milieu offensif a remporté en jouant 2 matchs avec l'Argentine. Aujourd'hui, sous contrat à Monza, Papou Gomez avait expliqué avoir pris un sirop utilisé par son fils sans consulter les médecins de son club et sans savoir qu'il contenait une substance interdite par les autorités antidopage. Cette suspension pourrait signer donc la fin de la carrière de Papou Gomez qui n'entrait pas dans les plans du FC Séville en début de saison et qui n'a disputé que quelques minutes lors de ses 2 premières rencontres avec le club italien Monza en Serie A. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.